Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur NCI. Voici les titres. Belle prise pour la Marine nationale de Côte d'Ivoire qui saisit une importante quantité de drogue ce lundi au large des côtes ivoiriennes. L'opération a permis d'intercepter une pirogue transportant 411 kg de cocaïne. La coordination nationale des enseignants et chercheurs lance un mot d'ordre de grève de 48 heures, baptisé Campus Mort à compter de demain. Une grève qui ne fait pas l'unanimité. D'autres syndicats demandent de surseoir à cet arrêt de travail. Vous les entendrez dans ce journal. À l'étranger, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, poursuivi pour corruption, se retrouve sous le coup d'un mandat d'arrêt qui sera effectif le 6 mai prochain pour ne pas s'être présenté ce mardi à une audience préliminaire à son procès dans une vieille affaire de contrat d'armement. Tout d'abord, cette belle prise pour la Marine nationale qui vient de saisir une importante quantité de drogue au large des côtes ivoiriennes. L'opération a permis d'intercepter une pirogue transportant 411 kg de cocaïne. C'est le fruit d'une investigation qui remonte à quelques jours. Sur la base du renseignement des partenaires internationaux, la Marine a détecté un voilier battant pavillon espagnol qui errait à 250 km au large des côtes ivoiriennes. La vigilance a fini par payer. Les produits illicites ont été pris. Les précisions de Thiemé Danger. 411 kg de cocaïne. C'est la saisie record de drogue que viennent de faire les autorités sécuritaires ivoiriennes. À la manœuvre, la Marine nationale. Dans un communiqué, l'unité en charge de la surveillance des eaux territoriales ivoiriennes informe que ce colis a été saisi au large des côtes abidjanaises le lundi 3 février 2020 à 18h30. Elle y évoque une formidable opération de saisie record que ces unités spécialisées ont interceptée dans une pirogue. Cette prise, apprend-on également, est le fruit de la collaboration entre les hommes du contre-amiral Célestin Nguessan Kwame et des partenaires internationaux. À cet effet, la note renseigne ce qui suit. Depuis le 30 janvier 2020, sur la base de renseignements des partenaires internationaux, la Marine nationale a détecté un voilier battant pavillon espagnol qui errait à 250 km au large des côtes ivoiriennes. Ce voilier avait un rendez-vous en mer avec un autre bateau-fille qui devait récupérer la cargaison qu'il transportait pour la convoyer vers le port d'Abidjan. Sous scellé, dans les locaux de la Marine nationale, la cargaison est estimée à 40 millions de dollars, soit près de 26 milliards de francs CFA. Le trafic de drogue en Afrique de l'Ouest est en pleine expansion ces dernières années. Avant ce cas, plus d'une tonne de cocaïne en provenance d'Amérique latine avait été saisie au port de Dakar, au Sénégal. Les activités pédagogiques pourraient être paralysées dans les universités, centres de recherche et grandes écoles publiques à compter de demain, mercredi, et pour cause un mot d'ordre de grève de 48 heures baptisé Campus Mort, annoncé par la coordination nationale des enseignants et chercheurs SENEC. Cette énième fermeture est loin de faire l'unanimité. Ce mardi, les syndicats du milieu affiliés en une fêtière, par la voix de leur président, appellent eux à surseoir à cette grève. Thiemé Danger, Aruna Zeba. Vers une nouvelle fermeture des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire, la SENEC, Coordination nationale des enseignants et chercheurs, maintient en effet son opération Campus Mort qui débute demain mercredi. Réunis en assemblée générale à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan-Cocody, Dr Johnson Zamina et ses camarades n'ont pas suivi leurs pairs, acteurs syndicaux, qui sollicitaient la suspension du mot d'ordre visant à faire aboutir différentes revendications. Plus de 14 enseignants n'ont pas de salaire bientôt 1 an. Des gens, parce qu'ils appartiennent à un syndicat, leur liberté est comprimée. Ils ne peuvent pas aller au CAMES aujourd'hui parce qu'un individu appelé président de l'université s'acharne sur leur droit à l'université. Cela n'est pas possible. On proteste 2 jours pour interpeller les autorités, les hautes autorités. C'est pour la première fois que nous jugeons utile et nécessaire pour attirer l'attention de nos gouvernants sur les problèmes de l'enseignement supérieur. La pause SCI, plateforme des organisations et syndicats d'enseignants-chercheurs et chercheurs de Côte d'Ivoire, partage ces revendications. Une université, sa vocation, c'est la formation et la recherche. Si vous ne pouvez pas former les étudiants dans les bonnes conditions, vous ne pouvez pas faire de la recherche parce que vous n'avez pas de moyens, si on n'a pas de matériel, les laboratoires ne sont pas équipés.
On ne peut pas faire de la manipulation, on peut faire de la recherche. Dire que nous sommes pour le dialogue ne veut pas dire que nous renonçons à un droit qui est la grève. Surtout, ce que nous sommes en train de voir venir. Parce que 3 mois sans interlocuteur, c'est choquant. Le leader de la pause SCI avance. En revanche, qu'une démarche syndicale conjointe s'impose. Nous devons agir de façon concertée. Et cette concertation doit se faire dans le cadre de la pause SCI. Il ne faut plus aller de façon dispersée. L'opération Campus Mort est le premier mouvement d'arrêt des cours de l'année académique 2019-2020 en Côte d'Ivoire. L'année précédente avait été perturbée par plusieurs arrêts de travail, entraînant un bras de fer avec la présidence de l'université Félix Houphouët-Boigny. 14 enseignants grévistes accusés de troubles avaient été radiés des effectifs pour une durée de 1 à 2 ans. La Côte d'Ivoire s'est dotée d'un nouveau code régissant les marchés publics. Le document a été présenté au cours d'une rencontre avec l'ensemble des acteurs de la commande publique ivoirienne. C'était en présence de Pierre Dipomela. Plusieurs innovations font leur apparition dans le nouveau code des marchés publics. Elles concernent aussi bien la passation et le contrôle des marchés publics que la régulation. Ces innovations sont relatives notamment à l'introduction de nouveaux types de marchés publics, à la passation des marchés par voie électronique, les achats publics durables et la responsabilité sociale des entreprises. Cette réforme devrait contribuer à l'assainissement des finances publiques, notamment par le renforcement de la discipline budgétaire et une meilleure allocation des ressources, tout en respectant les principes de libre concurrence, de transparence et d'efficacité des procédures. L'introduction de nouveaux types de contrats, de conventions cadres, une démarcation claire entre les marchés publics et les partenariats privés-publics, ou encore la mise en exergue de tout ce qui est prestations de type intellectuel et d'autres dispositions sont un plus dans le nouveau code. Vous savez que dans l'entretien routier, par exemple, on a du mal à passer des appels d'offres toutes les fois qu'il y a une route qui est dégradée, un pont est coupé par les fortes intempéries, quand il y a des sinistres. Et il y a l'entretien courant des pistes. Et donc il y a des types de contrats qui ont été mis en place spécifiquement pour ce genre d'activité, tels que les contrats Génis. Vous avez des conventions cadres qui n'existaient pas. Il faut retenir que désormais, 30% de la part des marchés seront réservés aux petites et moyennes entreprises. Toujours dans le cadre de l'aide apportée aux PME, nous avons 15% de marge préférentielle qui sera accordée aux grandes entreprises qui accepteront de sous-traiter 30% de leur part de marché à une PME. Cette marge de préférence était dans les anciens textes à 5%. 2 séances d'échange ont meublé cette rencontre. Innovation du Code des marchés publics liée à la passation et au contrôle des marchés publics et innovation du Code des marchés publics liée à la régulation des marchés publics. Cela à l'attention de plus de 250 participants issus de l'administration publique, de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers. Dans certains quartiers d'Abidjan, les robinets sont secs, il manque d'eau. C'est le cas à Bobo-Biabou où l'eau se fait rare, une situation vécue difficilement par les populations qui en appellent au secours. Le constat de Salifiel Ekoué et Eric Kimon. Des quartiers de la commune populaire d'Abobo, situés au nord de la capitale économique ivoirienne, Abidjan, manquent d'eau. Malgré les efforts du gouvernement en matière de construction d'infrastructures à cet effet, les populations souffrent. L'eau ne coule pas dans les robinets. Ici à Biabou, le constat est amer. Dans l'enceinte de cette belle cité, paisible, pas rare de voir des tricycles chargés de bidons contenant de l'eau pour alimenter les foyers. Face à cette situation, les habitants, à l'instar de Dame Edwige Konaté, en attendant une issue favorable, déplorent la situation. On ne fait qu'appeler les jeunes qui nous donnent l'eau. Ils vont chercher à Belleville. On paye le bidon à 100 francs par jour. 2 barriques, ça fait 2000. Par mois, le budget s'élève à 60 000. Vraiment, c'est un cri de cœur pour dire vraiment aux autorités de vraiment nous aider. Parce qu'on ne sait pas à quel niveau ça se situe.
Pour cette autre habitante d'Abobo, la situation est difficile à tenir. Ici, la situation est grave. On est obligé de rester des nuits sans de l'eau, on veille. L'eau, il n'y a pas d'eau au robinet. Et on retourne encore avec les tricycles. Eux, avec leurs petits malins, on les appelle, on est obligé de leur demander pardon. Appeler plusieurs fois pour qu'on ait au moins une barrique d'eau par jour. Qu'est-ce que ça peut faire dans un ménage? On n'arrive pas, on ne s'en sort pas. Vraiment, si les autorités compétentes peuvent nous aider pour sortir de cette situation, on est dans un beau cadre, mais sans eau, on va commencer à sentir ici, comme du adjuvant. Cette rareté de l'eau dans les foyers a suscité la création de plusieurs autres business, à l'instar de ces revendeurs et conducteurs de tricycles qui, eux, se frottent la main. On prend des bidons dans les quartiers et puis on essaie d'aider un peu la population à avoir de l'eau. Un bidon coûte 100 francs, donc c'est ça qui est mon salaire. Quand ça manque, quelque part ça n'arrange personne, mais moi personnellement ça m'arrange parce que c'est mon travail, je fais de ça mon travail. Donc le manque d'eau a un avantage pour moi. Selon l'Office national de l'eau potable, ONEP, ce sont plus de 291 milliards de francs CFA qui seront investis au cours de l'année 2020 pour améliorer la desserte en eau potable en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan. L'objectif étant de porter le taux d'accès à 95% au terme de l'année 2020 contre 82% l'an dernier. Pour l'heure, les populations scrutent l'horizon en attente de lendemains meilleurs. À l'étranger, l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, poursuivi pour corruption, se retrouve sous le coup d'un mandat d'arrêt qui sera effectif le 6 mai prochain pour ne pas s'être présenté ce mardi à une audience préliminaire à son procès dans une vieille affaire de contrat d'armement. La justice sud-africaine a lancé mardi un mandat d'arrêt contre l'ancien président Jacob Zuma pour ne pas s'être présenté devant un tribunal en vue de son procès pour corruption. Ce mandat d'arrêt ne sera effectif qu'à compter du 6 mai. Les avocats de l'ancien chef de l'État ont invoqué des raisons médicales pour justifier l'absence de leur client devant la haute cour de Pietermaritzburg à l'est du pays. La cour accepte que M. Zuma puisse ne pas être en bonne santé, mais elle a besoin de preuves fiables. Par conséquent, un mandat d'arrêt pour l'accusé, M. Zuma, est lancé, mais suspendu jusqu'au 6 mai 2020. Si l'ancien président ne se présente pas à la prochaine audience, qui a été fixée au 6 mai, le mandat d'arrêt sera effectif. L'avocat de l'ancien président dénonce cette procédure, d'autant que Jacob Zuma est en convalescence à l'étranger après avoir subi 2 opérations chirurgicales. Il n'est pas inhabituel qu'un homme de son âge tombe malade. Nous sommes très inquiets que les tribunaux puissent lancer des mandats d'arrêt comme ça dans le pays. C'est que le président Zuma ne va pas bien. Quand vous commencez à lancer des mandats d'arrêt dans de telles circonstances, les gens commencent à se demander si nous sommes tous égaux devant la loi. L'ancien président, au pouvoir de 2009 à 2018, était convoqué mardi dans le cadre d'une audience en vue de son procès dans une affaire de contrat d'armement. Il est accusé d'avoir touché 4 millions de rentes de pots de vin de la société française Thales, dans le cadre de cet énorme contrat de 51 milliards de rands attribué en 1999. À l'époque, M. Zuma était vice-président de l'Afrique du Sud. Au Burkina Faso, le haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, Filippo Grandi, a visité le camp de Goudébou, au Burkina Faso, où des Maliens ont trouvé refuge. Filippo Grandi plaide pour que ce phénomène de migration soit résolu à sa racine, évoquant l'éducation et la lutte contre la pauvreté. En visite dans le camp de Goudébou au Burkina Faso, un camp pour la plupart composé de Maliens, Filippo Grandi, haut-commissaire de l'ONU aux réfugiés, appelle à un règlement rapide de la situation sécuritaire dans le Sahel pour freiner ces vagues de migration. Entre autres solutions, il propose l'éducation et une lutte plus accrue contre la pauvreté. 1, il nous faut des moyens et 2, il faut que ce phénomène soit résolu à sa racine. Et sa racine est sécuritaire, bien sûr, il y a un problème de terrorisme, mais sa racine est aussi dans la pauvreté, dans l'inégalité, dans le manque d'éducation. Ça, c'est des populations qui déjà souffraient d'un déficit d'éducation avant. Et tout cela, on le sait très bien. On l'a appris au Nigeria avec le Boko Haram, créer un terrain très fertile pour le terrorisme. Ayant fui les violences dans le nord du Mali, ces réfugiés vivent dans la peur et l'incertitude face à la résurgence des attaques dans cette région.
Le pays tout entier vit une urgence. Ce n'est pas seulement les réfugiés, mais les réfugiés sont pris 2 fois dans l'urgence, dans leur propre pays où ils ne peuvent pas rentrer parce qu'au Mali, la situation est très similaire, et ici au Burkina où ils espéraient trouver un havre de paix, et ils l'ont trouvé pendant très longtemps. On avait même commencé à parler d'autonomisation, de développement, d'insertion dans la société civile burkinabé, mais tout cela maintenant fait beaucoup de pas en arrière à cause de l'urgence généralisée. Le contexte change. Aujourd'hui, la population burkinabé même est inquiète par rapport à ce qui se passe. Donc nous sommes en train de vivre, nous craignons encore une urgence additionnelle à celle qui nous a fait quitter notre pays d'origine. Et cette urgence additionnelle, elle est pertinente par le fait qu'elle se justifie par le déplacement des populations, des nationaux vers d'autres villages. La visite des réfugiés dans le camp de Goudébou est la deuxième étape d'une tournée qui a démarré à Kaya, au nord-est de Ouagadougou. En Guinée, les élections législatives prévues le 16 février ont été reportées au 1er mars. L'annonce a été faite hier soir à travers un décret présidentiel lu à la télévision nationale. Officiellement, ce report des législatives en Guinée est lié à des questions techniques et non politiques. Le FNDC, Front National pour la Défense de la Constitution, fer de lance de la contestation ces derniers mois, dénonce une manœuvre des autorités pour se donner du temps afin de coupler ce scrutin au référendum sur la nouvelle Constitution. L'opposition entend reprendre ses mobilisations dès la semaine prochaine. L'ancien président kényan Daniel Arap Moi, qui a dirigé le pays d'une main de fer entre 1978 et 2002, est décédé ce matin à l'âge de 95 ans, a annoncé l'actuel président Uhuru Kenyatta. Des funérailles nationales seront organisées à son honneur. Daniel Arap Moi, instituteur de formation, avait succédé au père de l'indépendance, Jomo Kenyatta, à la mort de celui-ci en 1978. Fin de ce journal, préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Dombia et François Ossongou. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 19h50 pour un autre journal. Excellente soirée sur NCI.